Ça se fait. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 54e épisode du Temps d'arrêt. Le printemps est arrivé, aujourd'hui on parle de baseball. On va parler principalement de la saison 2023 de la MLB qui est à nos portes. Et pour ce faire, on reçoit Thomas Lafont, un journaliste étudiant à l'université de l'UQAM et un passionné de baseball. Thomas, ça va bien? Ah, très bien, merci de m'avoir. C'est vraiment excitant, justement. Là, il commence à faire un petit peu plus beau à l'extérieur. Depuis plusieurs semaines, on voit des camps d'entraînement qui vont bon train dans la MLB. Avant de parler de la saison régulière qui s'en vient, on se doit de parler d'un des bels événements qu'on a eu lors des dernières semaines. C'est la Classique mondiale de baseball qu'on n'avait pas eu quand même depuis un bon moment. Ça a été un événement qui a été franchement très, très agréable à suivre. Dans une globalité, comment as-tu trouvé justement le déroulement de la Classique? Ben écoute, c'était la première fois depuis 2017 que la classique était présente. Et c'est la première classique que j'ai vraiment suivi du début jusqu'à la fin. Et je pense que, je sais pas si c'était avec toi que j'en parlais ou avec d'autres personnes, mais c'était vraiment le tournoi parfait pour créer d'excitation pour la saison. Euh, cette année, en plus, on sentait tellement qu'il y avait, je sais pas, plus de fierté, en fait, pour les joueurs de représenter Ouais, leur pays, parce que ça vraiment. fait tellement longtemps qu'on n'en avait pas eu, tu sais, de classique mondiale du baseball. Donc, c'était, c'était le tournoi parfait pour générer du hype, si tu permets l'expression, pour la Absolument. saison qui s'en vient. En plus, ça va être une saison assez différente de ce qu'on a vu auparavant, tu sais. Et on en viendra un petit peu plus tard. Parlons un petit peu de la prestation de l'équipe canadienne. On n'avait pas de très, très grosses attentes. On sait, on avait quand même des joueurs intéressants au sein de la formation. On avait des trous importants. Euh, on avait surtout à la position de lanceur, on a perdu certains éléments qui auraient vraiment pu aider, qui évoluent dans les Mhm. majeurs. On s'est retrouvé avec des joueurs un petit peu ramassés à droite, à gauche. On a pensé à Philippe Aumont qui jouait plus au niveau de professionnel depuis un moment. Ça a quand même bien fait. Dans les circonstances, on s'est Ah ouais, ouais. débrouillé, mais c'est principalement les jeunes de l'avant-champ qui ont été excitants à suivre. Les Abraham Taureau, Édouard Julien, Otto Lopez. Malheureusement, le Charles Leblanc n'était pas présent. Comment as-tu trouvé la performance de l'équipe canadienne dans son ensemble? Ben, c'est ça, tu as bien résumé. C'est sûr que du côté lanceur, la perte en fait, de retraite de Pivetta a vraiment fait mal. Mais c'est sûr que du côté des lanceurs, le Canada, au départ, n'avait pas beaucoup de force de frappe, là, tu sais. Ouais. Quand on est obligé de ramener tu sais, un fermier en Philippe Aumont, tu sais, Ah, oui, c'est ça, c'est il a de littéralement ça. l'expérience des majeurs, mais tu sais, fait 3 ans qu'il est sur sa ferme. C'est sûr que t'en perds un peu. Ou John Axford qui n'a pas lancé depuis, je pense, 2018. Ça crée un petit problème. Mais c'est ça, comme tu as dit, les jeunes, l'avant-champ, les Édouard Julien qui a connu un tournoi incroyable. Incroyable, ah oui. Deux circuits, euh, deux circuits, sept coups sûrs. Et et, euh, et 2 points produits, mais je m'attendais à plus, honnêtement, de points produits OK. parce que, tu sais, on s'en rappelle la victoire de 18-8 contre la Grande-Bretagne en Ouais, ouverture de ça a tournoi. faussé la donnée un Un peu, là. match incroyable. Ouais. Écoute, plus, ça avait tellement commencé le scénario catastrophe, Cal Quantrill qui finit même pas la première C'était manche, qui supposé était être le l'as de cette exactement. formation-là, ouais. Exactement. Puis finalement, avec l'offensive du Canada qui a juste ouvert les valves tout le long de la rencontre. Freddie Freeman également Ouais, c'était le fun de qui a, voir aller là. qui a été très bon. S'est blessé par contre. Je pense que c'était dans le match contre la Colombie, si je ne me trompe pas, contre le Mexique, un des deux. Puis ça, Du- vraiment, sa perte, ça en fait mal dans le dernier match, là. Le dernier match qui était un must-win un pour le match Canada. important, ouais. Ouais. Et on est dans un processus de développement, là. On voit certains Mhm. joueurs.
prendre de plus en plus de place dans les majeurs, d'autres qui viendront, mais on voit clairement qu'il faut développer la position de lanceur au sein des académies canadiennes. Donc, ça va être important à suivre dans les prochaines années. C'était très agréable aussi de voir les nombreuses équipes latines bien faire. On avait toujours de Oui, très, très hautes attentes. Finalement, on ne s'est pas rendu jusqu'au bout, mais les Venezuela, Porto Rico, République dominicaine, Mexique, tous des équipes qui sont remplies de talent, là. la République dominicaine, qui personnellement m'a déçu. Ouais, C'était mon choix pour l'emporter. Il OK. faut dire qu'il y a eu des blessures également. C'est Vladimir Guerrero qui était pas du Pas de partie, tournoi. ouais. C'est un gros morceau que tu perds, mais quand même, la défaite contre le Venezuela, faut dire qu'il n'était pas dans un groupe facile non plus, mais aurait dû passer le groupe. Mais quand même, c'est un tournoi très excitant. Euh, c'était bien aussi de voir des petites équipes, tu sais, comme la République tchèque qui a aucun joueur Pratiquement, ouais. qui a quand même réussi à remporter une rencontre et a quand même réussi à faire bonne figure, notamment contre le Ouais. Japon. Je pense que le lanceur, son nom m'échappe, mais qui a retiré Shohei Ohtani sur 3 prix. Je veux dire, C'est des belles il y a des lanceurs, histoires. des majeurs qui ont de la misère à faire ça. Ce Exact. gars-là, c'est un électricien, pas de problème, tu sais. C'est Mais le fun à c'est des voir aller. belles histoires comme ça Complétons qui est la parfaite. petite couverture de la Classique mondiale en parlant de la finale, hein. On a eu, Oui. je pense, un scénario rêvé. Les Japonais, on sait, sont une puissance au baseball. Ils ont d'excellents lanceurs. Ils affrontaient les Américains en grande finale. Les Japonais ont eu un tournoi presque sans faille. On a eu une petite frousse en demi-finale contre le Mexique. On s'est finalement rendu jusqu'au bout. Et c'était vraiment deux styles de baseball différents, là, hein. Du côté des Américains, le style vraiment des majeurs de la MLB. Du côté des Japonais, un style beaucoup plus classique, là. Les amortis, les vols de but, du jeu un petit peu plus pur, si on peut l'appeler ainsi. Puis on s'est retrouvé avec des performances individuelles extraordinaires, surtout des lanceurs de part et d'autre, pour se Ouais. retrouver à la toute fin avec une confrontation rêvée. Shohei Ohtani qui s'est amené en relève pour affronter son coéquipier Mike Trout alors que les Japonais menaient. Finalement, le retirer sur 3 prises pour donner la victoire aux Japonais. Mais comment tu pensais que cette finale s'est déroulée? Où se situe-t-elle pas dans la qualité de match de baseball qu'on a pu avoir durant le tournoi? C'était le scénario parfait. Ouais. C'était en fait les deux équipes que autant les majeurs que les fans voulaient. Le dernier retrait à avoir Otani contre Trout, c'était le scénario rêvé Fantastique, ouais. comme tu as dit, comme on voulait Otani qui en sort vainqueur. Et Trout qui répond que je suis remporté la première manche, Ah, c'est le ça. premier combat. C'est Écoute, pour la prochaine fois. on sait qu'Otani devient agent libre l'année prochaine, donc on ne sait jamais. Ouais. Mais bon, pour revenir à la finale, écoute, c'était le scénario rêvé. Et, le Japon qui s'est remporté pour la troisième fois en 5 éditions de tournoi. Euh, et, euh, et vraiment, j'ai quand même été surpris de voir l'équipe japonaise, notamment les jeunes du Japon, les Sasaki, Rocco Sasaki, le jeune de 21 ans, qui on va voir dans les majors dans les prochaines années, sûrement. Ça nous a comme donné un avant-goût Ouais. de ce qu'on pourrait voir dans les majors dans les prochaines années. Et du côté du Japon, c'est important qu'on se rende compte qu'ils ont plusieurs joueurs qui pourraient évoluer dans la MLB, mais ces joueurs-là décident de rester dans la Ligue japonaise, la Ligue nippone, qui est une excellente ligue de balle. Mhm. Donc, on a des joueurs vedettes dans cette ligue-là, dans ce pays-là, qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître dans ce tournoi-là, puis c'est vraiment une belle occasion. Lançons-nous dans cette couverture de la saison 2023. Commençons avec certains règlements qui ont été adoptés. On sait que ça a été quand même sujet de controverse là, au sein du monde, dans le monde du baseball. Commençons avec l'ajout du time clock pour les lanceurs. Et ça nous a amené certaines séquences assez cocasses durant le camp d'entraînement, durant les matchs hors concours. Alors maintenant, les lanceurs ont 15 ou 20 secondes si un coureur est sur le début ou non pour effectuer leur lancer. Donc, on sait que par moment, dans les dernières années, les lanceurs pouvaient prendre beaucoup de temps. Mhm. Ils vont avoir aussi une restriction de 30 secondes entre les frappeurs. Donc ça, c'est vraiment dans le but d'accélérer les matchs. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu vois ce changement-là d'un point de vue positif, là?
Honnêtement, oui. Ouais. C'était quelque chose qui, qui était en demande et qui était surtout un besoin important des majeurs. À son dernière, la durée moyenne des matchs, c'était au-dessus de 3 heures. Ouais. Puis, Très, très écoute, long. je suis un très grand fan de baseball, mais même moi, je commence à trouver ça long. Ouais. Euh, Puis on a vu dans le camp d'entraînement, la durée moyenne des matchs, c'est en bas de 2h30. C'est très, très gérable. C'est sûr que il y a quelques, il y a quelques bémols sur le pitch clock, euh, notamment les prises automatiques pour terminer Ouais. euh, Ça, le match. Écoute, ça, c'est. ça rend ça un peu ridicule. Tu veux pas ça en séries éliminatoires, Non. entre autres. J'ai l'impression que les équipes vont s'habituer, hein. C'était les Ouais, débuts. Plusieurs ont été surpris. Je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation, mais comme tu ça, dis, une période d'adaptation. Puis, je serais pas surpris qu'il y ait certains amendements à cette règle-là, notamment ouais, euh, le match ne peut pas finir sur une prise, sur une troisième prise automatique automatique, du ouais. frappeur ou tu fasses comme avec les fausses balles, où est-ce que ça juste ça compte pas, la Exact. troisième prise. Ouais, Mais c'est sûr que ça reste à travailler, mais c'est très apprécié, vraiment. autant Un, chez les fans que chez les joueurs. un autre règlement qui a été amené dans le but de rendre les matchs un petit peu plus offensifs, c'est l'abolition des défensives spéciales, hein. On sait que Ah, certaines équipes sont passées maîtres au cours des années de placer certains joueurs à des positions clés pour affronter certains frappeurs qui avaient des tendances de frapper dans certains endroits du terrain. Là, ça ne sera plus possible, hein. On sait que ça favorisait le jeu défensif. Maintenant, on va être dans l'obligation d'avoir deux joueurs d'une part et d'autre du deuxième but. Donc, deux joueurs, si on veut, traditionnellement du troisième but et de l'arrêt-court à gauche du deuxième but et le premier but, le deuxième but à droite du deuxième coussin. Donc, c'est quand même un changement majeur pour les défensives et c'est vraiment, ça va être favorable pour les attaques, là. je pense que ça a coupé. Est-ce que tu m'as compris pour les défensives? Ouais. Ouais, Juste les défensives j'ai manqué spéciales. la fin, là, Pas de mais problème. oui, écoute, je connais plusieurs joueurs qui vont être très contents de ce nouveau Ouais. règlement, notamment Joey Gallo, hein, Ouais. qui semble tout le temps frapper dans le shift. Mais c'est sûr que techniquement, le règlement est terminé, mais les équipes vont se trouver des façons de jouer avec ça. On a vu les Red Sox en camp d'entraînement, notamment avec Gallo Ouais. qui ont, qui Encore ont lui. joué avec pas de joueur au champ gauche et avec en fond, deux joueurs au champ droit. Ouais. Euh, Donc les Écoute, équipes jouent un petit peu avec les règlements quand même, hein. ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont en avoir de plus en plus pendant la saison, mais ça va créer plus d'offensives. Et parce que l'an passé, je pense que c'était euh, l'année où est-ce que c'était la pire moyenne au bâton dans l'ère moderne du baseball, fait que depuis Ouais. 1961. Donc, c'est sûr que la MLB devait faire quelque chose pour régler ce problème-là. Et ça peut créer plus d'offensives. C'est parfait pour le baseball. Absolument. Le troisième changement un petit peu plus mineur, afin de réduire les quantités de blessures, là, la MLB a passé des, des- des coussins au premier but de 15 à 18 pieds, donc ça aidera les joueurs à rester en santé. Je pense Passons que c'est maintenant aussi, sur... Vas-y, excuse-moi. si tu me permets, je pense que c'est aussi les autres buts aussi Ouais, les qui trois buts. s'agrandissent, oui. Ouais, c'est Euh, vrai. Ah, Honnêtement, je pense que ça aussi, ça va créer plus d'offensives, notamment du côté des buts volés. ouais, Et le règlement je sais pas en anglais, mais des pick-offs, où est-ce que le lanceur essaye de retirer un coureur sur les buts avant de lancer. Ça va, Ça va augmenter le nombre de buts volés qui avait descendu drastiquement dans les oui. dernières années. Je pense que l'an passé, John Bursey avait mené les majeurs avec même pas 40 buts volés, alors que il y a 20-25 ans, on parle de au-dessus de 70 buts volés par année Ouais, pour le meneur. Donc, ça peut créer plus d'offensives et ça peut ramener aussi de la stratégie, un aspect stratégique qu'on avait plus dans le baseball. absolument. Bien noté. Puis c'est une partie qui est très
appréciés des partisans. Mhm. Passons un petit peu sur la période d'agents libres et de transactions qui a été franchement mouvementée. Ça date déjà quand même de plusieurs mois. Là. On parle du début décembre pour la majorité des grosses signatures. Là. Certaines qu'on a oubliées et ça va nous aider à nous rafraîchir la mémoire sur les nombreux changements qu'ils ont eu. Donc, je vais énumérer certains joueurs. Tu me diras lesquels qui ont le plus retenu ton attention. Commençons avec Aaron Judge qui a signé un contrat de 9 ans, 360 millions. Et Anthony Rizzo aussi qui a décidé de rester avec les Yankees. Donc, deux morceaux importants qui sont restés dans l'équipe. Jacob deGrom, l'ancien récipiendaire du trophée Cy Young, a signé un contrat de 5 ans, 55 millions avec les Rangers du Texas. Ça m'a Justin brisé le cœur. Ver... Pardon? Et ça m'a brisé le cœur. Je Ah suis un oui, grand fan des hein? Mets et de DeGrom. Donc, écoute, j'étais inconsolable pendant une journée. Verlander, de son côté, a signé avec les Mets 2 ans, 86 millions, donc on vient pallier la perte de Grom. Trey Turner, qui était chez les Dodgers, a signé un énorme contrat, dont 11 années, 300 millions avec les Phillies. Cody Bellinger, 1 an avec les Cubs. Un des Japonais qu'on a pu voir lors de la Classique mondiale, Masataka Yoshida, 29 ans, qui jouait dans cette ligue nippone, 5 ans, 90 millions avec les Red Sox. Xander Bogaerts, 11 ans, 280 millions avec les Padres, donc c'était une grosse perte pour les Red Sox. Mhm. Chris Bassitt, un lanceur qu'on rajoute pour la rotation des Blue Jays, belle acquisition. Carlos Rodin, qui était un autre des gros lanceurs qui était en vue, 6 ans, 162 millions avec les Yankees. Dansby Swanson, 7 ans, 177 millions avec les Cubs, donc il va faire partie de la relance de l'équipe. Carlos Correa, pour terminer, il a échoué 2 fois un test médical Ah, pour écoute, signer avec les ça. Giants et les Mets. Signe finalement avec les Twins, 6 ans, 200 millions. Donc, plusieurs millions que je viens de vous garrocher là. Lesquels, selon toi, ça a été les meilleures signatures? Hein? Ah, écoute, il y en a eu plein. Mais évidemment, Aaron Judge, c'était le gros poisson. Ouais, exact. Puis les Yankees ne pouvaient pas tant se permettre de le perdre, je pense. Surtout avec la saison que j'ai connue l'an dernier, 62 circuits, hein. On le rappelle. Honnêtement, c'est. Les Yankees ont. Oui, ont été. On peut améliorer leur alignement, mais on fait ce qu'il fallait faire du côté de leur alignement en re-signant Rizzo et Judge. Ouais. Je m'attends à une autre grosse saison de sa part. Peut-être peut-être pas 62 circuits, hein, par contre. Et- Sinon, Verlander, tu l'as dit, ouais, va venir en remplacement de Grom avec les Mets, avec aussi l'arrivée de Kodai Senga, qui va s'installer comme troisième, quatrième partant chez les Mets. je vais mettre. D'après moi, ils vont avoir une des meilleures rotations des majeurs avec Verlander et Scherzer. Du moins, le meilleur duo de partants euh, des majeurs de ce côté-là. Sinon, du côté des Padres qui sont améliorés en acheter Bogarts. Excellent joueur des Euh, deux côtés de la balle. Là. Ouais, ça, un excellent autant sur l'offensive que la défensive. Mm. Par contre, l'an passé, ça n'a pas été sa meilleure année. Non. Je pense que les Red Sox ont relativement bien fait de pas payer autant que les Padres. On parle d'un gars qui est proche de la trentaine, puis a atteint la trentaine, je ne me rappelle plus Ouais. exactement. Mais tu as également un Marcel Meyer, un des meilleurs prospects du baseball, qui s'en vient et qui est un arrêt-court qui va venir le remplacer. C'est pas cette année, c'est l'an prochain. Donc, du côté des Red Sox, c'est une bonne décision. Et du côté des Padres, euh, ça vient un peu compléter ton alignement, parce que oui, tu as Fernando Tatis, qui on se rappelle, va revenir après sa suspension, mais lui, il peut jouer dans le champ extérieur. Absolument. Ouais. Donc, On en viendra un petit peu plus tard au ça Padres. crée super souvenir. Ça crée vraiment un alignement très complet Très des Padres. explosif, ouais. Ouais, très Parlons un petit explosif. peu de certaines transactions qui ont eu lieu. On va débuter avec une un petit peu plus mineure, là, puisque c'est un joueur qu'on suit. Abraham Toro est passé des Mariners aux Brewers, donc ça va être présentement n'est peut-être pas prévu pour être un des partants, mais on risque de le voir durant l'année. On espère Mhm. qu'Abraham pourra continuer son bon travail dans les majeurs. Les deux principales transactions qui ont eu lieu, ben, c'est
du côté des Blue Jays. Hein. On a changé un petit peu l'identité de l'équipe. On sait on va voir avec les joueurs qui ont quitté. On a préféré euh, peut-être y aller avec un petit peu moins de puissance, sacrifier de la puissance pour aller chercher deux positions où c'était très, très important d'améliorer la défensive et puis l'enclos des releveurs. Donc, les Blue Jays qui ont échangé Teoscar Hernandez aux Mariners en échange d'un jeune espoir fort prometteur et d'un lanceur de relève. Et ils ont échangé Lourdes Gurriel et le receveur Gabriel Moreno aux Diamondbacks pour l'excellent joueur Dalton Varsho. Est-ce que ce sont des deux transactions qui t'ont plu du côté des Blue Jays? Oui, ben écoute, les Blue Jays avaient besoin d'aller chercher deux choses lors de l'entrée-saison, des frappeurs gauchers et des releveurs. Ouais, C'est exactement ce qu'ils ont fait. Euh, Puis je pense que la perte de Teoscar Hernandez va faire mal, mais il faut se penser que du côté défensif, le, 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 le stade des Blue Jays, Rogers Center, a été remodelé lors de ouais, l'entre-saison. c'est vrai. Et le nouveau champ extérieur, notamment le champ droit, il se serait perdu, là. Défensivement, t'es Oscar, C'est c'est plus la loin d'être un même. gandor. Non. Donc, il y aurait eu beaucoup de difficultés. Même chose pour Lourdes Courriel, qui lui s'en va du côté des Diamondbacks. Ben, t'as Varsho qui peut remplacer un de ces deux joueurs-là. Sinon, Whit Merrifield qui peut également jouer au champ extérieur. Et du côté de Moreno, oui, c'est un des meilleurs espoirs des majeurs. Mais les Blue Jays pouvaient se permettre Ouais. de s'en débarrasser. Tu sais. Ils sont dans sont dans un mode pour gagner présentement. Et c'est une position où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour lui avec Kurt et Danny Jensen également, Jensen, ouais. qui vont se séparer la tâche cette saison. Et on va faire justement cette transition en parlant des Blue Jays avec déjà le survol des équipes dans l'américaine. Pour nous, les Blue Jays vont être une des équipes qui vont se battre pour la tête de leur division. Tu as parlé de Varsho, un autre gaucher qui va aider la défensive, c'est Kevin Kiermaier qui va Mhm. se retrouver dans le bas de l'alignement, mais est excellent dans le champ. Donc avec lui, Varsho, George Springer, on a des gants qui sont extrêmement sûrs. Donc ça va être vraiment une amélioration au niveau de justement cette capacité à réaliser des jeux clés. On a une bonne rotation, on a parlé de Basit, Grossman, une bonne première saison l'année passée avec les Jays, Alec Manoa qui continue sa progression, est vraiment rendu dans l'élite du baseball. On a certains points d'interrogation avec José Barrios et évidemment avec Kikuchi. Peut-être une Également, petite. on l'oublie, mais t'as Eugene Ryu qui devrait revenir après le match des étoiles Ouais, plus tard dans l'année. de sa Tommy John. Ça va améliorer la rotation, évidemment. Est-ce que pour toi aussi, la position de DH avec un potentiel de Brandon Belt pourrait être, lorsqu'Alejandro Kirk sera en position de catcher, est-ce que Belt en DH, c'est une faiblesse qui devra être palliée durant l'année, là? Ben, je ne dirais pas que c'est une faiblesse. Oui, il y a eu une saison très décevante l'an dernier, mais c'est quand même un joueur euh, qui vraiment a connu une bonne carrière avec les Giants. Ouais, Et il y a 2 ans, avait quand même des très bons chiffres. Donc, je pense que c'est une opportunité pour lui de rebondir. Et si ça se fait pas, il y a un certain Canadien qui joue à Cincinnati ouais, qui pourrait être tenté de revenir à la maison, à jouer Votto et arriver comme DH. ça serait le fun de le Euh, voir. Puis, Écoute, je pense que c'est sur Sportsnet qui en parlait. ouais. euh, Ross Atkins, le DG des Blue Jays, a eu des discussions concernant Joey Votto déjà. Donc, c'est une option qui pourrait être explorée si jamais l'expérience. Ouais, ça va être à surveiller. Allons-y un petit peu d'une rafale là, des équipes qui vont être dangereuses dans l'américaine, qui vont se battre pour la tête de leur division. On a parlé un peu, on a effleuré un petit peu les Yankees avec les signatures de Judge et de Rizzo. Ils ont, lorsqu'en santé, une des Mhm. meilleures rotations des majeurs avec Cole, Rodden, maintenant, Nelson Cortez, Severino. Mais justement, c'est une
c'est une formation qui a énormément de blessés. C'est très, très difficile d'avoir que ces gars-là soient en santé durant une saison complète. On a peut-être un léger manque au niveau des releveurs, quelques points d'interrogation au sein de leur formation partant aussi, mais on est extrêmement talentueux. Les joueurs étoiles vont être capables d'amener cette équipe-là vraiment dans les plus hauts sommets, là. Oui, tu l'as dit, vraiment la clé pour les Yankees, c'est de rester en santé. Euh, un élément intéressant, en fait, qui m'intéresse beaucoup du côté des Yankees, c'est la Ouais. performance d'Anthony Volpe, jeune de 21 ans qui va commencer dans les majors cette année. En fait, le plus jeune joueur des Yankees a commencé l'année depuis certains Derek Jeter et certains disent que c'est le prochain Jeter. OK, intéressant Je à pense, suivre. je pense pas qu'il va atteindre Ouais, le niveau de Jeter, mais c'est une très bonne comparaison. Mais évidemment, tu l'as dit, il y a certains trous, notamment au champ gauche et au troisième but, ouais. qui doivent être adressés. Et connaissant les Yankees qui peuvent l'être Ils ont d'après l'argent pour. des transactions, ils ont l'argent pour, et ils ont également quelques prospects qui peuvent se permettre d'échanger, notamment Jason Dominguez, entre autres qui pourrait être. Et il y a d'autres prospects intéressants qui pourraient être mis à ces positions-là. Oswald Cabrera également, qui l'ont Oui, essayé c'est l'an vrai. dernier au champ gauche. Ça s'est bien passé également. Donc, les Yankees, comme à chaque année, vont être une équipe à surveiller, vont être une Donc, équipe dangereuse tant que ça reste en santé. Yankees, Blue Jays qui vont se battre pour cette section de Mhm. l'américaine. Les Guardians de Cleveland qui vont être définitivement dans les hauts sommets de la division centrale. On a deux excellents lanceurs en Shane Bieber et Tristan McKenzie. Carl Quantrill est très solide aussi. C'est une bonne formation, autant en attaque qu'en défense, menée par José Ramirez. Donc, lors de la dernière saison, on a vraiment vu l'amélioration de cet effectif-là. Puis je pense que ça va être une continuité l'année prochaine. Oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs, notamment Jimenez, Manuel Classé, Tristan McKenzie Juan, et Kwan, qu'on a vu l'an dernier. Ça s'est très bien passé. On a mené l'équipe jusqu'en série. Et on a également amené des vétérans comme Josh Bell, entre autres, pour un, un peu compléter cet alignement-là et peut-être, sait-on jamais, les amener encore plus loin. Parce que la centrale va être assez relevée ouais, cette année. Les Twins qui avaient connu une saison un peu en deçà des attentes l'an dernier devraient être de retour dans la course. Et ben, les White Sox ont surtout pas la Russa pour les handicapés cette oui, année. Euh, absolument. Et revenons un petit peu sur les Twins. On n'a pas d'as lanceur, on a 5 bons partants. Toutefois, pour eux, le nerf de la guerre, ça va vraiment être de rester en santé. mhm. On sait que Carlos Correa, son état de santé est un petit peu pas absolument pas défini. Byron Buxton, Jorge Polanco, ce sont des gars qui se blessent souvent. Donc, si on veut mener cette centrale-là, on devra rester en santé. Ça va être très important du côté des Twins. Euh, Exactement. Une équipe qui va être les champions en titre, qui sont toujours très dangereux pardon, dans leur division dans l'américaine. Ce sont les Astros de Houston qui ont eu un parcours sans faille en série. Ça a été extraordinaire de les voir aller. Et c'est une équipe que plusieurs avaient de la difficulté à voir là pour leur histoires passées en séries Mhm. éliminatoires. Peut-être une certaine rédemption là, avec le dernier parcours éliminatoire. Reste que on a eu certaines pertes quand même assez majeures. On a commencé à Verlander. Osé Altuve, qui s'est blessé lors de la classique, va manquer plusieurs semaines, plusieurs mois. Lance McCullers aussi. Donc, on arrive toujours avec ce statut de favori, mais on a été un petit peu plus handicapé par rapport à l'année passée, là. Mhm. Ben, écoute, la perte de Verlander, si tu parles de gagner du Cy Young, c'est sûr que ta rotation va être moins bonne. Mais par contre, la bonne nouvelle pour les Astros, c'est qu'il y avait une des meilleures rotations l'an dernier. Et ben, ça l'est encore.
McCullers qui va revenir de blessure également, mais Framber Valdez, Ouais. Christian Javier et Garcia, Ils ont les été trois qui incroyables ont l'année été excellents passée. l'an dernier. Hunter Brown qui peut également faire, faire le travail. Avait joué quelques matchs l'an dernier et devrait monter à temps plein dans les majeurs au courant de la saison et pourrait être assez impressionnant. Mais surtout, la force de cette équipe-là, c'est non seulement leur alignement toute étoile, mais Ouais. les releveurs, Ouais. les releveurs de la source qui ont été excellents en série. Euh, Brillo, entre autres, qui n'a pas gardé un seul point dans toutes les séries d'après-saison. Donc, c'est vraiment ça la clé de cette équipe-là. Et l'alignement qui s'améliore en plus en remplaçant un Ouais. Yuli Gurriel vieillissant par Jose Abreu, José Abreu, qui, ouais. Un bon ça, vétéran. on le rappelle, a remporté le MVP pendant la saison écourtée de la COVID. Ouais, c'est vrai. Ça fait seulement 3 ans de ça. Donc, il peut encore jouer à ce niveau-là. À un très bon Et niveau. Une c'est équipe ça. qui va les chauffer l'année prochaine, qui est en constante progression, ce sont les Mariners de Seattle. Mhm. Extrêmement équilibrés, des bons partants en Castillo et Ray. On a une solide défensive aussi, une bonne relève. On a fait des belles acquisitions. On a parlé de Teoscar Hernandez aussi. On est allé chercher Colton Wong, qui est bon quand même des deux côtés de la balle. Mais le joueur à surveiller, c'est Rodriguez qui a Mhm. été sensationnel à sa saison recrue, là. Ouais, effectivement, première recrue depuis, je ne me trompe pas, Barry Bonds a frappé 25 circuits et a volé 25 buts à son année recrue. Titre pleinement mérité de recrue d'année de la Ligue américaine l'an dernier. Va mener cette équipe-là euh, sans grande surprise. Également à surveiller le jeune Jared Kelly qui a connu une année Ouais. précédente l'an dernier, mais qui, il y a 2 ans, avait été excellent à son année recrue. Sinon, ben, il y a évidemment Hernandez et, By qui va être France. à surveiller, Ty France, Ouais. Suarez, Crawford, et bien sûr, comme tu as dit, la relève, ainsi que la rotation de partant. On a pas cherché beaucoup de monde lors de l'entre-saison. Juste Hernandez et Golden One, Par voie de mais transaction, on n'avait principalement, pas là. vraiment besoin d'aller chercher Ouais, beaucoup de joueurs cette année. On avait plus fait l'an dernier. Donc, absolument. Et les Mariners qui vont être à surveiller, ça. on vient d'énumérer 6 équipes qui vont être extrêmement fortes dans l'américaine, qui vont se battre pour la tête de leur section. Donc, certaines autres équipes qui vont être là pour les séries éliminatoires, qui vont se battre pour une place en séries éliminatoires, potentiellement chauffer les 6 équipes qu'on vient de nommer. La première qui vient en tête, ce sont les Angels de Los Angeles. On a parlé un petit peu de Trout Ohtani, mais c'est pas juste Mhm. ça. Ce qui va être extrêmement important pour eux, ça va être de rester en santé, là. Dans un alignement, si on est capable de jouer la majeure partie des matchs, principalement Mike Trout, Anthony Rendon qui a été blessé l'année passée, on a un trio extrêmement explosif qui pourrait définitivement mener les Angels en série, là. Mhm. Puis on a vu l'an dernier, avant la blessure de Trout, les Angels qui allaient quand même assez bien. Je pense qu'ils étaient deuxième position à quelques matchs seulement des Astros. Et tout s'est effondré dès la blessure de Trout. C'est pour que l'accès, comme tu as dit, ça va être de rester en santé. Ouais, La rotation de partant, qui selon moi, est très sous-estimée. Il y a évidemment Ohtani, mais ouais, on a cherché Tyler Anderson ouais. de l'autre part, de Los Angeles, en fait, des Dodgers, qui a connu une très bonne année. Puis il y a également deux jeunes partants en Patrick Sandoval et Reed Edwards qui, euh, qui sont très bons, ont connu des bonnes années recrues l'an dernier. Donc, évidemment, c'est cette rotation de partants qui va être à surveiller. Ouais, Par contre, un élément qui, d'après moi, va devoir être amélioré, c'est la relève. ouais, vraiment. On va y aller beaucoup avec une relève par comité, je pense, mais il manque vraiment un vrai bon closer pour compléter
ce genre de match important que tu as besoin pour te rendre en série. Et on leur souhaite, les Angels, ça fait plusieurs années Mhm. que disons, la recette ne fonctionne pas. On espère que le gâteau va lever et que c'est une équipe qu'on veut voir en séries éliminatoires. Donc, on espère que ça va se produire. Une autre équipe qui va être dangereuse cette fois-ci, qui risque de chauffer les Jays et les Yankees, ce sont les Rays de Tampa Bay, les toujours excellents Rays. Toute une relation en rotation en Shane McClellan, Tyler Glasnow lorsqu'il reviendra de sa blessure, Spring, Rasmussen, toujours une excellente relève. Mais mis à part Wander Franco et Randy Arozarena, on a un manque de punch offensif, là. Mhm. Ben, on a vu en série l'an dernier, euh, oui, on dit que pitching est the name of the game, mais faut aussi faut aussi marquer, faire des points, puis Ouais, les Rays, on manque grandement de punch offensif. Oui, il y a Franco, oui, il y a Rosarena, mais sinon, Paredes a connu une certaine puissance au bâton l'an dernier. Brandon Lowe aussi peut produire du punch offensif. Autre que ça, ça va être. Je serais pas surpris qu'on sacrifie un partant pour aller chercher intéressant. du punch offensif à la limite des échanges. Surtout on a été chercher Zach Eflin lors de la saison morte. Donc, écoute, la rotation partant va être assez complète, Et assez pleine. dominante, ouais. Une équipe qui nous a surpris l'année passée, puis on le savait que cette équipe-là avait beaucoup de jeunes joueurs de qualité, mais on ne s'attendait pas à les voir avoir une aussi bonne fiche l'année passée. Ce sont les Orioles de Baltimore qui, après avoir touché les bas-fonds de la Ligue, sont vraiment en train de revenir dans le bon sens, sont mis sur une bonne jeune attaque avec les Cedric Mullins, Santander, Mountcastle. Rotation de partant quand même talentueuse. C'est sûr qu'il va falloir polir un petit peu tout, mais on commence à avoir quelque chose qui a bien du bon sens du côté de Baltimore. Ouais, mais honnêtement, je m'attends à une régression du côté des Orioles. Je pense que OK. l'an passé, on a surperformé un peu, Surpris un petit peu, ouais. surpris évidemment. C'est sûr qu'il va y avoir une progression du côté des jeunes. Rodgman, Gunnar Anderson, Ouais. d'après moi, c'est mon choix pour la recrue d'année dans l'américaine Anderson et Grayson Rodriguez, où ce qu'il devrait faire ses débuts. Euh, mais on ne s'est pas vraiment amélioré, notamment du côté de la rotation des partants. On avait besoin d'aller en chercher. Le meilleur que tu as été chercher, c'est Carl Gibson. C'est pas vraiment une Et solution. non, Euh, définitivement pas. sin- Sinon, Adam Frazier, oui, peut faire le travail au deuxième but, euh, mais, mais sinon, ça manque de profondeur, surtout qui va faire mal du côté des Orioles. Euh, puis je m'attends à peut-être une régression en bas de 500 parce OK. que la division s'est améliorée également. Vraiment. Du côté des White Sox, tu as effleuré un petit peu le sujet, là. Je pense que le meilleur move de leur côté, ça a été le départ de Tony La Russa, qui était franchement pas apprécié de cette équipe. On va être compétitif dans la centrale, mais ça va être difficile. On a une bonne rotation avec Dylan Cease, Lance Lynn, Jolito aussi. On a une bonne relève, on a des bons joueurs. Encore une fois, qui ont de la difficulté d'être en santé. C'est la même chose un petit peu que du côté des Twins, des Eloy Jimenez, Luis Robert, Tim Anderson. Moncada aussi. Moncada, c'est souvent blessé, mais lorsqu'en santé, on va être dangereux quand même. C'est ça, exactement. Euh, Et évidemment, la question, ça va être comment tu vas remplacer José Abreu. Ouais, vraiment. Oui, tu peux amener le jeune Andrew Vaughn, Ouais, mais ce ne sera pas la même, la même puissance, la même puissance, j'ai perdu le mot, la même force de tâche frappe, offensive ouais, que Abreu, la même force de frappe, exactement. Et ben, du côté des releveurs, c'est sûr que quand tu passes ton closer pour ça fait mal. Ian Hendricks, Ouais, évidemment, c'est un gros point d'interrogation parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a le cancer, je pense que c'est de type non Hodgkinien. ouais, Mais évidemment, si tu ne peux pas mettre une date de retour précise non, clairement pas. sur ça. Mais quand même, la relève euh, peut faire le travail. Et ben, la rotation de partant, c'est vraiment là qui est la force.
des Angels. Ouais, Peut-être un des meilleurs partants de l'américaine en Dylan Cease. ouais, vraiment. Des bons partants de profondeur pour le reste de la rotation. Je vais passer un petit peu rapidement sur certaines équipes qui vont avoir des saisons difficiles en perspective, potentiellement qui vont être un petit peu plus dans les bas-fonds. Tu m'arrêteras si jamais c'est nécessaire. Les Red Sox, c'est une rotation qui est trop faible et fragile. On a des Écoute, bons éléments, ce Devers serait puis une des Verdugo, meilleures mais rotations des majeurs, mais en 2016. exactement, on est vieux. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile du côté de Boston. Mais comme tu as mentionné, on a certains jeunes éléments qui vont progresser, mais ça va prendre un certain temps. Du côté des Rangers du Texas, c'est une rotation intéressante avec DeGrom et Ovaldi, Andrew Heaney aussi. Quelques joueurs d'impact en Marcus Semien et Corey Seager. On a un gros manque de profondeur partout ailleurs. Donc, les Rangers qui vont quand même aller chercher plusieurs victoires, mais on manque de profondeur clairement. Les Tigers de Détroit, et ça va être intéressant d'avoir ton avis sur les Tigers. On s'attendait à une progression l'année passée, on ne l'a Mhm. pas eu. Ça va être une autre saison difficile à prévoir, mais on a des jeunes dans la formation qui doivent lever leur jeu d'un cran, des Spencer Torkelson, des Riley Green. On a des vétérans comme Baez et Meadows. Est-ce que tu penses que les Tigers vont être capables de prendre cette petite coche supplémentaire? Sur papier, c'est quand même une équipe intéressante à voir aller, Oui, mais ben, écoute, tu l'as dit l'an dernier, on s'attendait à une progression. Par contre, les jeunes joueurs qui étaient supposés prendre le flambeau ne l'ont pas fait. non. C'est sûr que peut-être que l'expérience qu'ils ont pris va pouvoir leur permettre. Il y a pas cette période d'adaptation-là cette année. Donc, je pense qu'il va y avoir une amélioration. Il faut dire que la barre est basse également, Ouais. comparé à l'an dernier. Du côté des Tigers, je pense que le step va être pris, juste qu'il ne sera pas aussi gros que ce qu'on s'attendait. Absolument. Les Royals, c'est une attaque intéressante avec Bobby Witt Jr., Vinny Pasquantino. C'est une rotation de lanceurs et une relève qui est déficiente. On manque énormément de qualité. Donc, ça risque de faire. On est dans une grosse division aussi. Ça risque d'en faire en sorte que les Royals risquent d'être dans les bas-fonds de cette division. Et finalement, les Aces d'Oakland, rien de positif à dire Ah, là. écoute. C'est une vente de feu depuis 2 ans. C'en est quasiment ridicule. Il risque de ne pas avoir grand monde dans les gradins. Du côté des Aces, on sent vraiment le déménagement imminent, probablement vers Las Vegas, hein. C'est triste parce que c'est l'histoire des Aces. C'est Ouais, l'histoire des Aces un peu, année après année. Euh, Compétitif de 3 ans, après ça 4-5 ans en reconstruction. On vient d'échanger Sean Murphy. En fait, la ouais, dernière intéressante un peu qui restait à cette équipe-là à Atlanta. Par contre, on a beaucoup d'espoir qui vont s'en venir cette année, l'an prochain, ouais, dans 2 ans. éventuellement. Mais Ça va être parfait quand ils vont être rendus à Vegas. en date d'aujourd'hui, c'est une des pires formations des majeurs, définitivement. Mhm. On se transpose vers la nationale. Allons-y avec ces clubs qui vont se battre pour la tête de leur division et on commence avec une grosse équipe, les Braves d'Atlanta, qui, encore une fois cette année, ils vont être dangereux. Certains joueurs vedettes qui sont de retour. Acuna, Albies, Riley, Olsen, Sean Murphy. On a un trou à la position de shortstop avec le départ de Swanson, mais on a vraiment un alignement imposant. Ben, tu l'as dit, je pense qu'une année complète d'Acuna, ça va faire toute la différence du monde pour les Braves, qui déjà ont connu une excellente année l'an dernier. Et ben, c'est sûr que, comme tu as dit, on a un trou à la position d'Areco. Par Ouais. contre, on a le jeune Vaughn Grissom. Non, 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 il n'y a pas de parenté avec Marcus, malheureusement. Ouais. J'avais vérifié. Et sinon, Orlando Arcia, qu'on a cherché l'an dernier, qui peuvent prendre la relève. Mais c'est sûr que quand tu perds un joueur du niveau avec le talent de Swanson, de son niveau, C'est c'est sûr dur que à remplacer. ouais, c'est des gros soulillages aussi. Bonne rotation de partant aussi avec Mhm. Max Strider, Charlie Martin. On améliore la relève tranquillement. On sait que ça a été problématique en éliminatoire dans les dernières Ah, années. c'était pas facile. Est-ce que pour toi, c'est assez pour les mettre à la tête de cette
association nationale où justement cette relève est encore un petit peu trop fragile? Bon, écoute, ceux qui me connaissent vont dire que j'ai un certain biais, là. Ouais, Euh, mais, euh, mais je pense, ils ont l'équipe pour, ouais, mais il leur manque un petit quelque chose, je suis notamment d'accord. la blessure de Kyle Wright, qui va rater, je pense, les 2 premiers mois de la saison. Ça va faire mal. Et cette division-là, ça va être très serré. Puis je pense que c'est ça qui va être la différence Ouais. entre les Mets et les Braves. Justement, les Mets qui ont vraiment fait parler d'eux dans les dernières semaines, dans les derniers mois. La blessure à Edwin Diaz vient changer un petit peu la donne, hein. Mhm. C'est blessé à la Classique mondiale, va manquer toute la saison. Mais on a deux solides partants en Scherzer et Verlander. Après, c'est un petit peu mince, par contre. Oui, ben ben, il y a l'arrivée de Senga qui a démontré des bonnes choses au camp d'entraînement. Par contre, la blessure de Quintana pour rater aussi les deux Ouais. premiers mois de la saison, ça Ça commence ça mal un vient un peu peu pour eux, compliquer là. les choses. Mais par contre, les Mets ils ont des bonnes options de remplacement si jamais ça arrivait. Hein, David Peterson et Tyler McGill qui avaient connu des bonnes saisons l'an dernier. Donc, je suis moins inquiet de ce côté-là que du côté des Braves. Par contre, là, c'est sûr que la blessure de Diaz fait mal. Tu perds un des meilleurs Vraiment. closers du baseball pour la saison en entier. Euh, ça va être difficile. Surtout que le reste à relève m'inspire plus ou moins confiance. De l'autre côté Euh, de l'autre côté du bâton, on a des joueurs mhm. qui frappent la balle de manière constante. Alonso, McNeil, Marte, Lindor qui voudraient rebondir après des débuts un petit peu chancelants. On a Ben, vraiment Lindor une qui a belle. connu une très bonne saison l'an dernier. Par contre, sa première année, c'est vrai Ouais, que c'était beaucoup plus difficile. Euh, Puis, il y a un trou un peu, enfin, pas un trou, mais un point d'interrogation à savoir qui va commencer la saison au troisième but. On sait que Escobar, ça a été plus ou moins difficile l'an dernier. Et tu as le ouais. jeune Brett Beatty qui a démontré de très bonnes choses lors du camp d'entraînement. Selon moi, je serais pas surpris si les Mets décident d'essayer pour commencer la saison. Je pense qu'il est prêt. Euh, Les Cardinals de Saint-Louis sont la seule équipe qui sont classées dans leur division comme étant unanimement au sommet là, des différentes plateformes que j'ai pu consulter. Les Cardinals seront vraisemblablement, à moins d'une catastrophe, les gagnants de cette division. Ils sont dans une division assez faible, mais on a du talent un mhm. petit peu partout du côté des Cardinals, là, avec Flaherty, excellent lanceur, Goldschmidt, Contreras, Arenado. On a vraiment une solide base. Là. Effectivement, vraiment, c'est un alignement assez complet. Également surveiller le jeune Jordan Walker qui va faire ses débuts en fait dans les majeurs au champ gauche comme partant. Mais c'est ça, tu te dis, euh, on a un excellent avant-champ avec Arenado et Goldschmidt dans les coins. Ouais. La rotation de partant, par contre, ouais, est pas très rassurante. Ouais, après Pour dire que Flaherty, ben, Flirty, déjà que a de la misère à rester en santé. ouais, McAuliffe est rendu à 35 ans, quelque chose comme ça. Et ben, Wainwright, 41 ans. Euh, et en plus, qui va rater le début de la saison, ça va être il y a clairement un manque à ce niveau-là. il y a un trou de ce niveau-là. Je serais pas surpris, j'en parlais plus tôt, mais je serais pas surpris de voir peut-être aller chercher un partant du côté des Rays Ouais, ça en serait intéressant. défense d'un de ces nombreux bâtons intéressants qu'ils ont Ouais. dans l'alignement. Donc, Les, ouais. les Padres de San Diego qui vont se battre pour la tête de leur division avec les Dodgers, c'est une des équipes qui fait les plus parler d'elle dans les dernières saisons. On a deux solides partants, Yu Darvish puis Joe Musgrove. Après ça, on a certaines interrogations, hein. Blake Snell, c'est plus tout à fait une valeur sûre. On a une solide Mhm. relève menée par Josh Hader. Et tu as parlé de Ben, même là, je veux dire, Hader a connu beaucoup de difficultés connu l'an des dernier. problèmes, ça reste un releveur de qualité, Mhm. mais c'est pas nécessairement la force de l'équipe. La force qu'on sent vraiment dans cet alignement de frappeurs vedettes, c'en est Écoute, pratiquement ridicule. ben, On- tu te dis, il n'y a pas de trou dans cet aliment-là. Non, c'est ça. Euh,
honnêtement. On parle de lorsqu'il sera de retour le 20 avril de sa suspension. Fernando Tatis, Juan Soto, Manny Machado, on a parlé d'Alexander Bogart tout à l'heure, Cronenworth, j'en passe. Un après l'autre, on va être extrêmement dangereux lorsqu'on va se présenter au bâton. Mhm. Écoute, cet alignement-là va donner des cauchemars aux partisans nationaux, Ouais. c'est certain. Puis même là, même avant le retour de Tatis, tu as t'as des options pour patrouiller le champ droit. Je pense notamment à Adam Engel qui avait connu des bons moments du côté de. En fait, c'est plus un joueur qui n'a pas beaucoup de force de frappe au bâton, mais défensivement, il est excellent et surtout très rapide. Ce qui va y prendre des fois beaucoup de terrain, évidemment. Donc, ça pourrait être une bonne option de remplacement en attendant que Tatis arrive. Puis même pour le reste, aussi, on devrait pas désigner. T'as Nelson Cruz et Matt Carpenter. Ouais, Je ça veux dire, n'arrête pas là. deux Carpenter qui a connu une résurrection l'an dernier Ouais. avec Yankees et Nelson Cruz qui continue de frapper des circuits à appel. Ça va être assez intéressant à voir Vraiment. du Ils vont se côté battre avec les Padres. Dodgers pour la tête de cette division-là. Les Dodgers qui ont perdu quand même des éléments importants, là. On parle de Mhm. Walker Buehler, blessure pour probablement toute l'année 2023. Je Trey pense qu'il Turner revient qui. à la fin de la saison, par contre, genre à C'est août. ça, possiblement pour une bonne partie de 2023, définitivement. Trey Turner qui a quitté vers les Phillies. On a perdu des joueurs. On a encore les super vedettes Mookie Betts et Freddie Freeman, mais on dirait que pour la première fois, c'est un petit peu plus mince autour d'eux, là. Ben, tu l'as dit. Surtout qu'on a perdu le remplacement euh, de, euh, de Turner à l'arrêt-court en Gavin Lux. Ouais. On a remplacé par Miguel Rojas. Du côté des Dodgers, tu l'as dit, il y a certains trous, notamment au champ extérieur, Ouais. où est-ce que c'est moins sûr. Trace Thompson, entre autres, que oui, il a connu une bonne saison l'an dernier, mais c'est pas assez pour, euh, pour, euh, pour me convaincre personnellement. Et c'est ça, du côté. Et la rotation de partant, oui, il y a Urias, Kershaw qui commence à se faire vieillissant, et Gonsolin qui a connu des bonnes saisons. Le reste, Syndergaard, depuis qu'il a quitté Ce n'est les plus le Mets, même, ouais. c'est plus le même. Dustin May, qui, euh, qui, qui est revenu d'une Tommy John l'an dernier. Ouais. Euh, on va, on va peut-être avoir une année complète de lui, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire. Et Les la Dodgers relève, peuvent toujours sortir un lapin de leur chapeau aussi et eh nous oui, c'est ça. surprendre. Donc, un C'est peu la comme les relève, comme on a Yankees. vu, Evan Phillips, qui, v'là un an et demi à peine, en août 2021, était au balotage et à pareille date cette année, et possiblement le meilleur releveur des Dodgers. Il y a des histoires comme ça Belle histoire, que ouais. ces équipes-là peuvent sortir. Mais c'est sûr que du côté des lanceurs, il faut me convaincre. On va y aller de ces clubs qui vont se battre pour une place en série. Commençons avec les Phillies qui ont eu un parcours extraordinaire en série l'année passée, mais ça commence un petit peu sur les chapeaux de roue, là. Oui, on a toujours les excellents lanceurs, Aaron Nola, Wheeler, Walker. On a un manque au niveau de la relève, ça c'est certain. On a fait une belle acquisition en Trey Turner, mais là, on a Rhys Hoskins qui va être blessé pour la saison. On a Bryce Harper qui va être blessé pour quelques semaines encore. Donc, ça commence un petit peu négativement, malheureusement, pour les Phillies. Mhm. Effectivement, mais du côté des Phillies, on a Darren Hall qui va prendre la place à Rhys Hoskins. Avait été, avait été bon l'an dernier lors de son rappel. Je ne me trompe pas si c'était en août ou en septembre. À partir de ce moment-là, avait offert de fiers services. Et, mais du côté du deuxième but, Bryson Stott qui va avoir le poste de partant après le départ de Segura. Ouais. Ben, comme ça dit, la relève, je pense pas que c'est un aussi gros point d'interrogation que celui était à pareil date l'an dernier. Kimbrel qui a signé avec les Phillies. Oui, c'est plus le même lanceur qu'il était, mais ça reste une bonne acquisition. Alvarado qui avait été très bon également l'an dernier, qui va prendre le gros de la job.
Mais, euh, mais je pense qu'on va vraiment séparer ce rôle de closer-là par comité du côté des Phillies et la rotation excuse-moi, est quand même très dominante avec Nola, Wheeler, Vraiment, Walker vraiment. qui arrive des Mets et Ranger Suarez. Malheureusement pour les Phillies, on a deux puissances devant eux dans leur division. C'est ça. Deux équipes qui vont. Normalement, là, les Phillies, je ne serais pas surpris qu'ils remportent au-dessus de 90 matchs dans n'importe quelle division. Ouais, exact. Ils l'auraient remporté jusqu'à ils ont deux des meilleures équipes du baseball demain. Et deux équipes qui vont se battre pour une place en série dans la centrale, ce sont les Brewers et les Cubs. Commençons avec les Brewers. On a une belle équipe équilibrée, belle rotation de lanceurs. On a par contre un manque de frappe flagrant là, au niveau Mhm. de leur alignement partant. Mhm. Christian Yelich a eu une saison un Ben, petit peu de ça, rédemption, ça va mieux, mais on dirait qu'on ne peut pas placer l'étiquette de joueur, disons, le joueur de franchise, du quand. joueur de franchise qui va nous Mhm. donner de manière constante de bons résultats. Donc, c'est ce qui fait un petit peu plus peur du côté des Brewers, là. Ouais, ben, tu l'as dit, écoute, ça fait 2 ans que ça vient nous hanter, ce manque d'offensive-là. On se rappelle en série, notamment, ça avait été extrêmement difficile il y a 2 ans contre Atlanta. Yelich qui a connu une meilleure saison l'an dernier, mais pas au niveau qu'il nous avait habitués à ces premières années à Milwaukee. Par contre, c'est un jeune Garrett Mitchell là, qui devrait s'imposer aux chansons. Ça devrait être assez intriguant à voir. Et bien sûr, ben, t'as les partants, Ouais, une des meilleures rotations des majeurs avec Burns, Woodruff Woodruff. et Peralta. Ouais, Quand il va revenir de sa blessure, on a également deux options intéressantes, hein, Eric Lauer, Wayne Miley et Adrian Hauser. Cette rotation de partant-là devrait être à surveiller. Et ben, la relève, quant à Devin Williams, c'est pas très inquiétant. ouais, toujours une bonne Mais, relève du côté mais des évidemment, Brewers. on a besoin d'aller chercher de la frappe. Et les Cubs, de leur côté, on a fait vraiment un changement 360 par rapport à cette ancienne garde, hein. De nombreux joueurs Mhm. vedettes qui ont quitté. On a eu des bons résultats l'année passée. On y va justement avec cette progression qui va continuer, là. On a fait une belle acquisition en Dansby Swanson. On va vraiment solidifier cette défensive-là. Cody Bellinger, c'est un beau pari à prendre aussi. Est-ce qu'il est vraiment sur son déclin? Ben, on l'a signé pour une année. Ils viendront définitivement aider Ian Happ, Jameson Taillon, qui va vraiment aider cette rotation de lanceurs aussi. Donc, on s'en va dans la bonne direction du côté des Cubs, hein. Mhm. Ben écoute, toi, tu m'as dit que tu les voyais pas se battre pour un poste en série. Je suis curieux de Selon savoir moi, ils pourquoi. sont là avec les Brewers. Je vois les Brewers devant eux. Je pense que ça va être difficile pour eux d'accéder aux séries éliminatoires justement par la présence des Brewers. Mais on est en progression, selon moi, quand même, là. Ben, j'avoue que c'est un bon point, mais j'adore ce qui se passe à Chicago Ouais, présentement. Euh, que- Tu sais, il y a des jeunes qui montent, notamment Morrell qui avait été très bon dans le dernier, Wisdom aussi de 2 ans. Euh, Et on vient ajouter ça avec des vétérans comme Swanson, comme, euh, comme Mancini, comme tu as dit Bellinger. ouais, Écoute, c'est un bon mélange de jeunes et de vétérans. J'aime ça, absolument. ce genre d'équipe-là. Les partants, c'est une rotation qui est un peu sous-estimée C'est avec correct, ouais, c'est Taillon correct. et Stroman. Ben, ça, je dis je m'attends quand même à une bonne année, et la relève, c'est là que le bas blesse, selon moi. Ouais. Il manque de gros releveurs. Dans l'ouest de la nationale, les Giants qui nous montrent du bon baseball vraiment depuis 2-3 ans, on peut peut-être entrevoir une certaine régression. On a perdu notre Mhm. gros joueur en Carlos Rodon. On est allé chercher Michael Conforto pour aider un petit peu cette attaque-là, mais on dirait qu'un petit peu tout le monde va peut-être Mais perdre cette petite coche-là. Donc ça, Conforto, surtout, qui n'a pas joué depuis 1 an. En fait, ouais, n'a pas joué l'an dernier. on ne peut pas tout le temps Euh, s'y fier. Ça, c'est. Tu, rem- tu remplaces. Tu remplaces c'est quand même un gros mandat pour un joueur qui a pas joué depuis 1 an. Pour les Giants, c'est une équipe surtout qui est du mauvais côté de l'âge. Tu sais, Ouais, vraiment. Brandon Crawford qui vieillit.
Euh, et, sinon, on a, on avait comme mis tous nos œufs dans le même panier pour aller chercher Ouais, Correa et Judge. ça n'a pas marché. C'est Ouais. pas arrivé. Fait qu'on a comme été un peu pognés avec ce qui restait à Nager, entre autres. Ce qui est pas une mauvaise option à Nager, mais c'est pas une option numéro un pour les Giants, surtout dans l'édition qui sont. Ça va être difficile. Mais par contre, c'est pas une mauvaise équipe, juste qui manque de profondeur et un peu de force de frappe. Et une équipe qui nous a surpris aussi l'année passée avec sa bonne tenue, ce sont les Diamondbacks de l'Arizona. Une bonne rotation de partants menée par Zach Gallen. On a quand même un certain talent offensif avec les Walker, Martyr Moreno maintenant et Gurriel, mais on a un manque de profondeur et de puissance qui risque de faire en sorte que l'équipe va finir quatrième quand même dans la division, là. Ouais, ben tu l'as dit. Écoute, je pense pas qu'ils vont s'approcher des séries. Tu perds quand même 27 circuits en Varcho. Ouais, Oui, Courriel peut t'en offrir, mais c'est pas au rythme de Varcho l'an dernier. J'ai très hâte de voir ce que Corbin Carroll et Alec Thomas vont faire les deux ensemble. C'est deux très bons jeunes joueurs du côté des Diamondbacks. En fait, les Diamondbacks, ce qui leur manque surtout, c'est de la profondeur et d'expérience exact, parce exact. que ils ont plein de jeunes très intéressants, quelques bonnes pièces vétéranes, mais il manque un petit quelque chose pour que tout ça colle ensemble. Absolument. Euh, Bien d'accord avec toi. et, euh, et ça, je pense que c'est là que vraiment que ça va être un peu l'élément manquant cette année du côté des Diamondbacks, mais l'avenir va être assez prometteur de leur côté. D'autres équipes qui risquent d'avoir des saisons un petit peu plus difficiles, les Marlins, on a on a des bons partants. On va surveiller le retour de blessure de Jazz Chisholm, mais on a un manque de puissance évident à l'attaque. Du côté des Reds, Ben, si tu me permets, je dirais pas sûr. On a été chercher quand même des bons éléments sur des Marlins. Je m'attends à une saison autour 500 à peu près. ok, moi je les vois un petit Euh, peu plus bas, dû aussi à cause de la grosse division. ouais, ça, la division Mais aide pas, mais je pense qu'ils sont capables de faire autour de 500. On a Jesus Sanchez qui peut produire de la puissance, Aurier Solaire, beaucoup de Jazz qui est capable d'en sortir quelques-unes. Gourriel également. C'est sûr que c'est un line-up qui est beaucoup basé sur le contact, notamment avec ouais, Wendell, vraiment. Arraez, entre autres. On a des points Euh, d'interrogation que si ça tourne en leur faveur, ça pourrait donner une fiche mhm. intéressante. Mais On a surtout leur premier l'an dernier, c'est qu'il y avait de la misère à se rendre sur les buts. Et avec des sections comme Arraez, le champion frappeur de la Ligue américaine l'an dernier, qu'on a payé c'est pas très, très exactement. cher, par contre. Ouais, Euh, Pablo Lopez, ouais. on a un gros, gros gap par rapport aux autres équipes et aux autres équipes pour qui ça va être très difficile. Les Reds de Mhm. Cincinnati, on a trois excellents lanceurs. Hunter Green, Nick Lodolo, Graham Ashcraft, mais c'est pas mal tout du côté de Cincinnati. Du côté des Pirates de Pittsburgh, O'Neill Cruz, l'arrêt-court qui est à surveiller. On a Brian Reynolds aussi qui revient d'une excellente saison, mais l'équipe semble refuser de l'échanger pour s'améliorer. Donc, peut-être, est-ce qu'on va en prendre cette décision d'échanger certains vétérans pour y aller d'une reconstruction en se basant sur certains bons jeunes comme Cruz? Ben, en C'est à même temps, je voir, veux là. dire, l'équipe est déjà Reconstruction depuis en toujours. reconstruction depuis 2018, ou Ah, même c'est ça. 2017. Donc, c'est comme, c'est comme les Coyotes, en fait. Une reconstruction d'une reconstruction, tu C'est continuel, ouais. sais. Du côté des Rockies du Colorado, c'est dommage, la saison de leur excellent joueur Brandon Rodgers déjà terminée. On est allé chercher Chris Bryant à gros prix l'année passée, mais on a un manque de talent quand même partout, là. On a des joueurs intéressants, CJ Cron, mais on va être dans les bas-fonds du classement, tout comme les Nationals qui vont définitivement lutter pour le premier rang au prochain repêchage. Donc, après avoir gagné ce championnat, on y va vraiment d'une grosse reconstruction dans leur cas. On va vraiment visiter les bas-fonds du classement en espérant Pendant remonter une couple d'années, là, éventuellement. mais. Alors, Thomas, on a fait le tour des principales équipes. Allons-y.
si tu le veux bien, une petite prédiction à froid, là, je te prends un petit peu Oh, flat foot. Prédiction à froid de qui tu penses deux équipes, une équipe dans chacune des associations que tu vois euh, pour te rendre en série mondiale. On sait dans une saison, il y a énormément de choses qui peuvent se passer, mais nonobstant les potentielles blessures qui pourraient arriver durant l'année, juste en se basant sur ce qu'on vient de discuter, selon toi, les deux powerhouses, là. de chaque Ouais. ligue. Ok, tu vas me trouver plate. Je suis désolé. Ben non, Yankees, Astros, Mets, Padres. super. Moi, je vais rentrer les Blue Jays parce que j'ai vraiment aimé leur amélioration défensive, puis on a comblé Oui, ces oui, besoins-là. Donc, moi, ça, je suis je vais d'accord. rentrer les Blue Jays dans ce mix-là. Et je vais rajouter les Braves dans l'autre association. Retour de Ronald Acuna Jr., qui est pour moi un des joueurs les plus excitants complets dans la ligue. Ça va faire en sorte qu'ils vont définitivement être dans le mix pour être dans, dans les meilleures équipes du circuit. Merci beaucoup, Thomas, de cette Ben écoute, ça a fait belle tour plaisir. d'horizon. Juste en terminant, deux, trois mots sur justement l'excitation de cette saison qui commence qui commence dans quelques jours et c'est un long marathon, hein, la saison de la MLB, Mhm, effectivement. 162 parties, ça nous mène à l'automne prochain, mais on va vraiment avoir du baseball de qualité tout l'été, là. Ça, c'est certain. Écoute, ça l'approche la qualité qu'on a eue à Classique mondial de baseball, on va être servi. Absolument. Ben, merci beaucoup, Thomas, pour cette belle analyse. Merci à tout le monde d'avoir été là et on va se reparler pour une prochaine épisode du Temps d'arrêt. Bonne saison de balle à tout le monde.